qu'il est 10h14, Talibé. Bonjour, monsieur Barry, plutôt. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tout le plaisir pour nous de vous avoir ce matin, de vous réentendre. On sait bien que cela a mis du temps. On sait que vous étiez souffrant. D'abord, rassurez-nous ce matin par vos propos d'entrée. Comment vous portez à l'heure qu'il fait, monsieur Barry? Est-ce que votre état de santé s'est amélioré? Merci beaucoup, monsieur Abouakar. Mon état de santé s'est amélioré. Dieu merci. C'est vrai qu'il reste à faire, mais nous continuons de travailler dessus. Et bientôt, je dois aussi subir une autre intervention qui doit clôturer cette situation. Mais bien avant, vous me permettrez de passer 2 à 3 messages. Ouais, allez-y. D'abord de remerciements. Allez-y. D'abord, je profite de votre tribune pour remercier les citoyens et citoyennes et vous aussi, les grands journalistes qui ont compati à ma douleur qui est de double fond. Premièrement, ma maladie. Ouais. Je sais que vous avez suffisamment travaillé pour quand même amener les gens à comprendre de quoi ils souffraient. Ouais. N'eût été votre présence et votre engagement dans ce sens, je pense que je risquais de passer. Ouais. Parce qu'il était difficile, n'oubliez surtout pas. Je suis tombé, j'ai eu la crise, je suis allé à l'hôpital, et il a fallu la presse pour que je puisse avoir cette possibilité de sortir du pays. Ouais. Et aussi, ils ont beaucoup travaillé. Bien. Et n'oubliez pas, on m'avait ramené en prison la nuit, et c'est le matin que je suis reparti encore parce que vous avez parlé de la situation. Donc je remercie Miraldo particulièrement, et toute la presse en général. Bien. De l'autre côté, ceux qui ont compati aussi à cette douleur. J'ai perdu ma mère dans cette situation. Ouais. Nous vous renouvelons nos condoléances, nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Ouais. Et je n'ai jamais quitté auprès de cette maman qui m'a vu, et n'oubliez pas, j'ai perdu mon père, j'avais 4 ans, qui m'a élevé et avec qui j'ai grandi. Et je suis sûr, aujourd'hui, là où elle est, elle se repose, c'est vrai. Et les prières l'accompagnent. Bien. Mais ce qui m'a, moi, calmé, c'est surtout les propos d'un ami à la famille qui est malien, le président du Haut Conseil des Maliens à l'étranger, qui m'a appelé pour me dire « Sekou, tu ne dois pas pleurer ta mère, parce que ta maman a souhaité que si tu dois mourir, qu'elle passe et que toi tu restes. Ouais. » Et c'est ce que Dieu a exaucé. Ouais. Donc je me dis, je remercie ma famille et tous ceux qui ont soutenu, m'ont soutenu dans ce sens et ont soutenu ma famille. Ouais. Parce que ma petite famille a dans cette double épreuve. Donc je devais passer ce message. Bien. Voilà. Donc dans cette double épreuve. Donc je me tenais à remercier tout le monde pour ce travail. Bien. Pour ce qu'ils ont fait pour me soutenir. Voilà. Bien. En premier lieu. Deuxièmement, pour ma situation et ma santé, je dirais que ça évolue. Et je pense que le travail se fait. Bien. Voilà. Là-dessus, j'ai envie de savoir, parce que on a entendu que tous les frais de votre traitement depuis Conakry jusqu'à Tunis et éventuellement à Dakar, et vous nous appreniez il y a quelques instants que vous devez aller dans un autre pays pour subir une dernière intervention. On apprend que tous les frais ont été pris en charge par le président de l'UFR. Est-ce que vous confirmez cette information? C'est effectif. Et ce que j'ai déclaré, et que beaucoup savent, les 73 000 euros dont je parle, ce n'est que les factures au niveau de l'hôpital. Même pas les ordonnances. Les factures, parce que une embolisation, c'est ce que c'est. Bon, je ne vais pas rentrer en profondeur. Donc à date, on doit être à plus de 100 000 euros. À peu près. On va générer les 100 000 euros au finish. Parce que la entièrement payé par le président Sidi Touré. La prochaine intervention est dans l'ordre de 21 à 24 000 euros. La prochaine intervention. Et ça, c'est sans compter les billets d'avion, le séjour d'hôtel et les locales. Voilà. Tout le séjour, en fait. Ouais. Voilà. Donc, avec une maladie que j'ai appris,
J'ai attrapé en prison. Il me dit que c'est quand même lourd pour un individu. À plus forte raison, voilà. D'accord. Si je n'avais pas ce homme derrière, je pense que, mais Dieu voulant, Dieu bienfaisant, voilà. Bien. Sauver la vie. Bien. Voilà. Donc, que le président Sékou Touré en soit remercié plutôt du passage. Oui, Talibé. Vraiment. Alors, Monsieur Barry, votre situation judiciaire a évolué ici en Guinée, puisqu'il y a eu un procès vous concernant, même si vous étiez absent. Ce procès a abouti, en tout cas en première instance, à une relaxe pure et simple pour délit non constitué. Et comment avez-vous appris cette nouvelle quand on sait que si vous n'étiez pas tombé malade, vous serez resté en prison comme Fonike Mangue, comme Ibrahim Diallo, 9 mois durant en prison avant ce procès qui finalement vous relaxe. Oui, écoutez, nous avons bien suivi cela à distance, comme je suis à l'étranger, comme vous le voyez. Mais nous apprécions. Au fait, j'avais perdu espoir avec la justice de notre pays. Je me demandais, est-ce qu'il y a toujours des hommes de valeur capables de rendre justice dans ce pays? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant notre cas, notre situation. Vous vous rappellerez du cas de celui d'Alain, de la maison de Selou, vous vous rappelez de la maison de Sidi Touré, de la manière dont ils sont sortis dans ce pays. Et vous vous rappelez de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui avec les anciens dignitaires du temps d'Alpha Condé. Je me disais que nous avons un sérieux problème parce que la justice est le pilier fondant principal d'une démocratie, d'une bonne gouvernance et pour la défense des droits de l'homme. Et si cette justice ne fonctionne pas, c'est que nous avons sérieusement des problèmes. Et quand on parle de justice, on ne parle pas de justice en termes, on parle des hommes. La composition de la justice, il faut qu'il y ait des hommes de valeur, des hommes de référentiels dans notre pays. Et malheureusement, c'est ce qui risque de partir à lambeau. Ce juge a pris une décision. C'est pas extraordinaire. En fait, il a dit le droit. Et en parlant de droit aujourd'hui, nous tous nous disons que c'est extraordinaire parce que les gens ne sont pas habitués à dire le droit. Et c'est ça l'exception. Et c'est ce qui fait que nous apprécions le comportement de l'homme qui dit le droit. Et cela, il a fait ce qu'il devait faire. N'oubliez surtout pas la manière dont moi j'ai été particulièrement arrêté. C'est 15 pick-up qui sont allés me cueillir à 17h un samedi devant mes petits-enfants qui sont traumatisés jusqu'à maintenant. Ouais. Traumatisés, ils n'osent pas voir une pick-up de militaires ou des militaires. Des enfants de 4 ans, 7 ans, 10 ans qui ont vu leur père pris comme un petit voleur dans sa cour et foutu dans un pick-up. 15 pick-up pour un individu. Ouais. Vous imaginez ce que ça fait. La brutalité par laquelle ils m'ont envoyé, c'est indescriptible. Donc je me dis, ne serait-ce que ça prouve à suffisance que je suis innocent. Parce qu'on pouvait m'envoyer une convocation. On dit souvent en droit que la forme prime sur le fond, à plus forte raison. Ouais. Je n'étais même pas dans une manifestation. On ne m'a pas vu dans une manifestation. On m'a arrêté pour mon opinion par rapport à, à des manifestations. J'ai dit, tout citoyen est libre de manifester. Surtout que c'est écrit même sur la charte qu'ils nous ont imposée. Donc je me dis qu'il a dit le droit et j'espère que d'autres vont suivre l'exemple pour continuer à dire le droit et ne pas avoir peur de dire le droit parce qu'en réalité, nous avons tout fait pendant la législature pour que les juges soient suffisamment indépendants. Oui. Je vous rappelle que j'ai participé à la révision du code pénal et du code de procédure pénale. J'étais membre président d'une commission à l'Assemblée. Nous avons travaillé pour qu'ils soient mieux lotis, mieux gérés, plus indépendants. Mais c'est à eux
de nous aider à être plus indépendants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais s'ils se soumettent au déshydratat du prince pour rendre justice, pour faire plaisir au prince, pour éviter qu'on les affecte d'un point A à un point B, ça, je suis désolé. Parce que c'est ça le danger dans notre pays. La justice doit jouer son rôle. Voilà. Bien. Mais au même moment, vous n'oubliez pas que le procureur, dans la foulée, a interjeté appel. Comment vous réagissez à cela? Écoutez, c'est tout cela que je parle. Parce que le problème, le procureur n'est même pas obligé. En fait, aujourd'hui, nous avons des procureurs qui n'écoutent que ce que dit l'exécutif. Et c'est très dangereux. Il peut ne pas accepter ce que dit son ministre par rapport à un dossier. Il peut dire que je ne suis pas d'accord. Parce que c'est pas parce qu'il est soumis il est sous la responsabilité du ministre qu'il peut tout accepter au nom de la justice. C'est pas possible. Néanmoins, comme c'est pas lui la décision, dans les conditions normales, quand le juge tranche, c'est fini. Mais nous avons vu dans notre pays, des juges qui ont tranché, mais le procureur a continué à garder ces hommes-là, ces pauvres gens en prison. C'est ça le danger dans notre pays. Nous attendons encore, nous continuons le combat, mais j'avoue, ce combat pour la démocratie et la défense des droits de l'homme, j'ai fait ça depuis plus de 22 ans. Et je ne suis pas prêt à baisser les bras tant que je vis. Bien. Voilà Bien, Mamadou Ouri, pour la suite. Alors, honorable, je réitère mes souhaits de prompt rétablissement et puis mes condoléances aussi pour le décès de votre maman. Je voudrais rappeler, si vous voulez, l'épisode où, dès après, ou peu de temps après votre évacuation du côté de la Tunisie, vous avez été aperçu en Guinée-Bissau aux côtés d'une délégation donc des forces juives pour rencontrer le président en exercice de la CEDEAO. Ce qui a donné donc l'impression, pas à tout le monde, mais en tout cas à Charles Wright, qui avait des questions à se poser, n'est-ce pas, sur votre santé dite assez fébrile à l'époque. Donc, qu'est-ce qui explique votre présence subite, inattendue, aux côtés des autres à l'époque en Guinée-Bissau? Oui, très bonne question. Oui, j'apprécie votre question, ça vient d'ailleurs... à point nommé. C'est une radio... Voilà, au point nommé, parce que c'est une radio, je ne devrais pas nommer cette radio, de la place, très écoutée, qui a enflammé cette situation parce que je connais leur position par rapport à ma personne et par rapport à ce qui se passe et leur position par rapport à la transition. C'est même dangereux que ces gens se comportent de la sorte. Mais je dis bien que il fallait demander qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis parti, j'ai fait cette mission. Je suis un homme malade qui, normalement, ne devait même pas monter dans un avion pour aller se faire soigner à Tunis. Et vous dire que si le pilote savait mon état, il n'allait pas accepter que je monte. Wow. Et quand je suis arrivé, j'ai fait l'intervention. Ils m'ont gardé 2 semaines. Ils disent, tu ne peux pas monter dans un avion. Alors, quand je suis arrivé à Dakar pour ma convalescence et je suis suivi ici, les médecins... quand cette opportunité s'est présentée, parce que pour moi, je parle d'opportunité, et le président en parlant, j'ai dit, mais laissez-moi alors demander au médecin si je peux prendre ce vol pour savoir si il y a la possibilité que je puisse voyager désormais par avion. Ouais. Voilà la raison. Donc c'était un voyage test pour votre état de santé. Totalement test, mais j'ai vu une radio qui s'acharnait sur moi, qui s'est démonté, on dirait que je suis au centre de tous les problèmes. Alors, comme vous le savez, quand c'est une radio d'une grande écoute comme ça se relève facilement et c'est quand même très grave pour notre pays que les gens ne demandent pas les raisons qui amènent la personne à faire ce qu'elle a fait et ils se permettent de faire des commentaires à l'emporte-pièce. C'est ça le danger, mais c'est dommage. Mais la vérité a fini parce que par après, beaucoup ont compris. Parce que je suis reparti aussi à Tunis avec une crise que j'avais eue. Et j'ai fait un traitement, je suis revenu ici. Et c'est pas fini. Voilà la raison qui m'a amené à Tunis. Bien. Et j'étais proche et je voulais faire un test. Ouais, un voyage test. Ouais, à Bissau. Voilà.
Honorable Sekouya Barry, secrétaire exécutif de l'UFR, en direct chez nous ce matin. La suite avec vous, Lincoln. Oui, honorable, même étant absent, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt votre procès à Conakry. Un monsieur s'est constitué partie civile, un certain Callot, qui a quand même mis beaucoup de choses sur votre tête dans le cadre des manifestations violentes, la perte de téléphone, d'argent, d'ordinateur, et que vous devez rembourser à hauteur de combien? Comment personnellement vous avez quand même regardé ce monsieur et comment vous réagissez en tout cas à toutes les accusations, toutes les accusations qu'il met à votre charge? Effectivement. C'est pourquoi j'ai dit nous avons une justice en partie où il y a des hommes malades qu'il faut soigner. C'est un greffier, hein, attention. N'oubliez surtout pas. C'est un greffier de Bokeh, il semble. Et je suis pas, c'est pas partie de cette... Oui, c'est un greffier de Bokeh. Il dit qu'il venait de Bokeh pour Conakry. J'ai suivi ça chez le procureur quand il nous a tendu la plainte. Mais ça ne me concernait pas directement, ça concernait Fonike Mangueïta Diallo et Koundounou. Parce que c'est la coordination FNDC qui a appelé à la manifestation. Moi, je suis de l'UFR. Je suis secrétaire exécutif de l'UFR. Dans les conditions normales, moi, c'est parce que je suis un homme gênant de cette transition. Pour certains qui sont en train de jouer. Et par mes propos, et pour ramener la transition à la raison, c'est-à-dire les dirigeants de la transition à la raison, c'est ce qui m'a coûté c'est qui vous est arrivé. On m'a mis dans le lot comme ça, voilà. On m'a mis dans le lot pour me mettre dans la coordination FNDC et me considérer comme membre de la coordination FNDC. Alors que je ne le suis pas. Cela dit en passant. Je suis un militant qui apprécie, qui est un militant pro-démocratie. FNDC. Tout simplement. FNDC, mais je ne suis pas de la coordination FNDC. Bien. De là où vous êtes, honorable. Ouais. Honorable, oui. De là où vous êtes, c'est vrai que vous avez été malade et vous l'êtes encore, même si votre état s'améliore. Dites-nous de quel œil vous observez l'évolution de la transition depuis que vous avez pu sortir du pays pour vous soigner. J'avoue que la machine est grippée de la transition. La machine de transition est grippée. Mais on ne se rend pas compte à l'intérieur du pays. Justement, beaucoup ne savent pas. Mais quand tu es à l'étranger, tu vois des choses à l'intérieur plus que quand tu es à l'intérieur. C'est ça je constatais ces derniers temps. Nous avons des gens qui n'arrivent pas à faire bouger sérieusement la transition. Quand on parle de RAVEC, de faire c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir créer une consultation avec les acteurs majeurs de la société guinéenne. Aujourd'hui, ils ont pris quelques petits partis qui sont autour d'eux, qui pensent que la gente peut les aider à avoir le pouvoir. Donc, ils sont derrière, ils font ce que veut la gente, alors que la gente ne les calcule pas pour ça. Et ils veulent s'éterniser au pouvoir. C'est ça l'objectif. Ils veulent avoir quelqu'un qui doit poser à la tête de l'État guinéen ou rester à la tête de l'État guinéen. C'est ça l'objectif. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. À force de faire ces petits calculs, ils s'embrouillent. Et c'est ce qui fait que nous tirons en longueur cette situation. Ouais. Nous n'arrivons pas à avancer. Voilà le problème que nous avons. Les routes, c'est bien. Ils sont en train de terminer les projets, commencer bientôt par Alpha Condé. C'est très bien. Ils ont des initiatives, c'est très bien. Mais le pays ne peut pas s'en sortir sans mettre en place les conditions nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. Allons vivement, rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui peut aider les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, la vie est difficile dans le pays. Bien, mais c'est pour cela que... Je suis un père de famille. Ouais. Les gens vivent difficilement à l'intérieur de notre pays. Tout à fait, tout à fait. La vie est chère. Le panier de la ménagère, les gens ne vivent pas du tout. Oui, mais parlant des conditions de retour à l'ordre constitutionnel, c'est en cela que les autorités, appuyées par les chefs religieux du pays, vous appellent à rejoindre le cadre de dialogue mis en place. Oui, Talibé.
Oui, justement. Non, non, attends, parce que ça, je vais, avant que tu arrives, parce que vous venez de dire quelque chose, il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu des concertations entre eux. Le vrai dialogue doit être structuré. En présence des G5 et de la CEDEAO. Vous savez pourquoi on parle de G5 et CEDEAO? Parce que j'entends des journalistes dire il faut qu'on se fasse confiance à l'intérieur du pays, nous sommes majeurs, nous avons des repères. Non, nous ne rejetons pas les religieux. Mais pour ce qui est des élections en Guinée, vous avez vu ce que le gouvernement a demandé, 600 millions de dollars pour organiser les élections. Et les Guinéens ne peuvent pas trouver cet argent à l'intérieur. Il faut que les bailleurs de fonds nous accompagnent. Bien que ça, c'est du chantage, les 600 millions de dollars. On sait qu'on ne peut pas faire des élections avec ça. Bien, c'est un ticket pour que je laisse le pouvoir. En réalité, c'est les G5 et la CEDEAO qui peuvent garantir l'obtention des fonds pour aller à des élections. Comment vous pouvez dialoguer sans eux? C'est eux qui doivent mettre la main à la poche. C'est même ridicule quand j'entends des intellectuels parler comme ça. Voilà. Maintenant, Talib, j'ai tout. Bien. Je disais justement au sujet de la médiation entamée par les religieux, est-ce que vous pensez qu'ils s'y sont bien pris parce qu'ils ont réussi quand même à obtenir la libération de Fonike Mange Ibrahim Diallo et Biloba et bien évidemment aussi la levée du contrôle judiciaire qui pesait sur 9 acteurs politiques. Est-ce que cette médiation, pour vous, elle doit se poursuivre et comment, avec quelle recette désormais les religieux devraient continuer leur médiation en mettant à profit la trêve qui a été décidée dans le cadre des manifestations des forces vives de Guinée? Écoutez, M. Talibé, la recette est entre les mains des religieux. Hein. Mais ce que je dois vous dire particulièrement, Oui. toute cette situation est créée par le CNRD. Hein. Les préalables qu'on réclame là, c'est une création du CNRD. Arrestation des gens, c'était une création du CNRD. Si on était autour de la table, est-ce qu'il y allait y avoir des arrestations? S'ils avaient accepté qu'il y ait dialogue, est-ce qu'il y allait y avoir des manifestations? Il n'y allait pas avoir de morts d'hommes, tout ça. On n'allait pas restreindre la liberté des gens. Je vous dis que c'est des actes qu'ils ont posés et qui doivent lever. C'est aussi simple que ça. Ils ne doivent pas restreindre la vie des gens alors qu'ils ont dit que nous sommes arrivés, tout ce qui se passait avant, on n'est pas d'accord, nous allons changer le pays. Donc je me dis, la libération de Fonike Mange, ou vous levez de contrôle du contrôle judiciaire contre les... Tout ça a été créé par le CNRD, oui ou non? Ouais. Dites-moi un seul point qui mérite d'être discuté, qui n'a pas été créé par le CNRD. Un seul point des préalables que nous avons demandé, afin d'arriver maintenant au dialogue. Un seul point que nous avons créé, qui ne soit pas leur création. C'était purement et simplement une situation qu'ils ont mise en place pour permettre à la transition de durer. C'est tout. C'est une création inutile, artificielle, par des petits calculateurs qui sont autour de là-bas, qui sont en train de monter des stratégies qui n'aboutiront pas en réalité, mais qui vont faire retarder la transition. C'est tout. Bien. Et en dernier ressort, qu'est-ce qui va se passer après le mois de trêve que vous avez décidé? C'était aussi l'autre pan de la question de Talibé Bari. Qu'est-ce que les forces vives de Guinée pourraient envisager? Écoutez, nous y travaillons parce qu'on me remonte les informations. Les forces vives vont se retrouver. Ils ont décidé de faire la trêve. C'est vrai que beaucoup n'étaient pas d'accord même dans les forces vives, mais comme nous voulons aller ensemble, nous avons accepté de faire la trêve pour un mois. Et nous avons trouvé le bien fondé. Tout compte fait, vos manifestations. La trêve à cause des étudiants. Tout compte fait, vos manifestations ne se déroulaient plus avec le déploiement de l'armée, M. Bari. Ça, en fait, vous regardez ça d'un œil très, très simple, en fait. Vous comprendrez aisément quand la décision de travailler réellement pour des manifestations, ça se fera. Mais en réalité, nous avons pensé qu'il faut laisser les élèves faire les examens
et les gens qui sont allés à la Mecque de revenir tranquillement avant de faire quelque chose ou toute chose. Je me dis qu'il y a les forces vives travaillent dessus, sur les stratégies. J'avoue qu'après un mois, ceux-là qui pensent qu'ils ont gagné la guerre, non. Peut-être que vous pouvez penser qu'ils ont gagné une bataille de nous amener à faire la trêve un mois. Mais en réalité, nous continuerons à nous battre parce qu'on ne peut pas baisser les bras et laisser le pays aller comme ça. Ça ne peut pas marcher. L'UFDG annonce le retour de Cellou Dalein. L'UFDG annonce le retour de Cellou Dalein pour très bientôt. Et le président Sidia, il envisage rentrer en Guinée. À quel moment? À quel moment? Écoutez, la Guinée, c'est chez lui. Je dis bien. Mais vous vous souviendrez que j'avais dit dans votre radio d'ailleurs que Sidia Touré est parti en Côte d'Ivoire parce que les structures du parti ont demandé à ce qu'il s'éloigne de ça d'abord. À partir du moment où il a retiré sa maison, cet homme qui a travaillé pour ce pays, qui méritait avoir même des gardes-corps et des véhicules, en plus beaucoup d'autres maisons données par l'État pour le service rendu à la nation, a vu sa maison qu'il a construite retirée par une force. Et ça, nous disons que c'est inconcevable. Donc, quand les militants, les responsables ont dit ça, on demandait à ce qu'ils s'éloignent un peu. Et c'est ce qui fait qu'il est du côté de la Côte d'Ivoire. Je veux dire que le jour où les structures vont décider du retour de Sidia, nous nous organiserons, il sera en Guinée, parce qu'il n'est reproché de rien. Aujourd'hui, on ne peut pas construire ce pays-là et laisser un Sidia Touré de côté. C'est pas possible. Et si nous le faisons, c'est que nous serons, c'est-à-dire qu'il faut être d'ailleurs con, excusez-moi du terme, ouais, pour l'envisager. Voilà, pour envisager qu'on ne veut pas de Sidia. Pour envisager une mise à l'écart de Sidia Touré. Voilà. Est-ce qu'il sera votre candidat en cas d'élection? Oui. Il est votre candidat naturel à la prochaine élection présidentielle? Moi, il est mon candidat. Mais c'est aux structures. Moi, je dis, il est mon candidat aux élections futures au pays. Mais c'est aux structures d'en décider. Et vous n'envisagez, à aucun moment, vous n'envisagez un scénario contraire? Moi, c'est un repère. Mais nous ne devons pas perdre cela. Je vais dire quelque chose que vous devez savoir à Bakar. Ce monsieur, je suis à côté de lui il y a plus de 22 ans. Je suis ingénieur génie chimiste à la base. Mais tout ce que j'ai appris de l'administration, de l'économie, du droit, même si tu ne comprends rien, quand tu es à côté de Sidia, tu apprends. Ouais. Et demander à tous ceux qui étaient à l'Assemblée. J'étais là-bas, je touchais à tout parce que j'ai appris quelque chose avec quelqu'un. Et c'est ce qu'on ne veut pas dans ce pays. On veut toujours aduler les tonneaux vides et laisser les hommes capables de nous sortir de cette situation. Et vous voyez comment notre pays se trouve. Parce qu'en réalité, on se contente du peu fait par des médiocres. C'est ça le danger de notre pays. Ben voilà. Nous avons des sommités, des hommes capables de nous aider à nous sortir de cette situation, mais on ne veut pas d'eux. On vous montre le paradis, vous dites qu'on ne veut pas. C'est ça le Guinée. Allez, donc on va faire le one way. On va faire le one way jusqu'à la fin parce que normalement il y a les avocats des anciens ministres qui nous attendent. Mais voilà, on est pratiquement au terme de cette émission. On va y aller jusqu'au bout. Allez. Oui. Allez. Alors, honorable, vous avez cohabité avec les anciens dignitaires du pays qui sont toujours en prison, notamment Kassori Fofana, Oye Guilavogui, Dr Diané. Et la galère continue chez eux. Aujourd'hui, comment vous regardez tout ça? Quel message avez-vous pour eux et pour la justice guinéenne? Et d'ailleurs, ça fait partie des préalables posés. Le cas de ces anciens dignitaires qui sont jugés devant la CRIEF fait partie des préalables posés par les FVG. Oui, c'est ça. Je vous dis que c'est incroyable. Je dis,
je me voyais souvent avec le Premier ministre Kassouri Fofana, le ministre Oye Guilavodi et tous les autres. Parce que des fois, c'est M. Kassouri qui vient même taper ma porte pour dire « Lève-toi, il ne faut pas rester comme ça, viens faire le sport avec moi. » J'ai dit le constat, c'est de notre pays, je parle. Je me dis que quand vous avez eu une responsabilité dans un pays, quel que soit ce que vous avez fait, vous méritez d'être mis dans des conditions vous permettant humainement de vivre sans être trimballé de la Sans être humilié. Sans être humilié. Vous voyez, dans une petite chambre où il y a 3-4 ministres dans une chambre et des matelas à même de sol, c'est quand même incroyable pour notre pays. Nous avons connu ça par le passé. Je n'aime pas réveiller l'histoire parce que nous avons vu des cadres guinéens, Maléké, Peul, Soussou, tous mourir au Cambaro, dans un camp de concentration en Guinée. Nous voulons éviter ça, nous devons éviter ça. Nous ne devons pas humilier des gens qui ont pris la décision, qui ont géré le pays à un moment donné. C'est pour ça que je parle du cas de Sidi Touré, de Cellou Dalein Diallo. On ne peut pas avoir d'autres repères dans la gestion de l'administration guinéenne sans eux. Est-ce que c'est sur le CNRD qui sera notre repère demain? Mais quels repères ils sont? Quelle expérience ils ont? Quelle capacité de gérer un État ils ont? Ils sont venus par la force des armes, ils doivent partir. Si les hommes qui ont des références, les gens ont qui sont devenus des références pour d'autres citoyens guinéens, vous humiliez ceux-là à l'intérieur du pays. Vous pensez que ce pays va évoluer? Ce pays ne va jamais marcher. Alors, autant de rectifier le tir. Et vous, la presse, vous devez jouer ce rôle. Vous devez continuer à jouer le rôle pour moraliser les tenants du pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas humilier quelqu'un, ne serait-ce que quelqu'un qui est devenu chef de secteur. Je vous ai décrit la manière dont ils sont partis, M. Séchouma. Ouais. J'ai été député pendant 6 ans et président de la commission communication et de nouvelles technologies de l'information. J'ai voté des lois, j'ai revu des lois, j'ai participé à tous les débats, au niveau national et au niveau international. Qu'on vienne me cueillir chez moi comme un petit voleur. Vous pensez qu'un pays peut fonctionner comme ça, où on suit des valeurs? Vous pensez que ça peut faire évoluer la Guinée? Ça ne pourra jamais faire évoluer le pays. Et c'est ce qu'il faut éviter à notre pays. À nos religieux, vous les parlez tantôt. Ils ne sont pas écoutés par ces jeunes gens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas, c'est pourquoi ils ne parlent pas. Alors qu'ils sont nos références dans le domaine des cultes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils cherchent à un peu changer le ton, à être aussi politique désormais, pour ne pas dire tout ce qu'ils subissent avec ces gens-là. Mais c'est lamentable pour notre État. Il faudrait bien qu'on se ressaisisse, qui entendent des petits enfants ou des communicants pro-CNRD, parce qu'ils sont devenus un parti politique désormais, qui insultent des leaders politiques qui ont géré ce pays, bon sang de bon Dieu. Nous sommes dans quel État? Très bien. Nous sommes dans quel état? Il pose la question. Honorable Sekou Yabari, voilà, j'estime pour ma part que la coupe est pleine. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Grand merci à vous, honorable. Et merci d'avoir surtout participé à cette émission, hein, voilà, malgré votre état de santé. Et on vous salue depuis votre position. Merci. Encore une fois, je remercie FIM FM. Merci. Gardez le cap. Et je demande aux autres stations de faire autant. Très bien. Il ne faut pas aider à faire vaciller l'État. Il ne faut pas aider à construire une dictature. Ça ne marchera pas et ça ne vous arrangera pas. Ça arrangera personne. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à tout à notre honneur. Dernière ligne droite, Babé.